Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le grand dialogue de ce soir, nous allons nous intéresser à deux concepts très importants pour un pays comme le Mali, les valeurs sociétales et la confiance entre civils et militaires. C'est à la faveur de la publication de deux rapports dont les auteurs sont l'Institut malien de recherche Action pour la paix IMRAP et Interpeace, qui est une organisation internationale indépendante au service de la consolidation de la paix. Alors, le premier rapport s'intitule « Renforcement de la confiance entre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité » et le second « Mutation des valeurs sociétales, diagnostic et solutions pour une paix durable au Mali ». Les deux documents viennent d'être présentés au public. Que visent les auteurs de ces deux rapports? Quels constats font-ils et que proposent-ils comme solutions? Ce sont là quelques-unes des questions que nous allons adresser à nos invités qui sont donc Abdou Sekou Ologem, il est chercheur à IMRAP, Amadou Magraga, également chercheur à IMRAP, Khalifa Tabou Diakité, qui est aussi de IMRAP, et Djibril Diallo, il est notable à Moripabougou. À la présentation, Seydou Fomba. Le grand dialogue. À toutes et à tous, bienvenue. Renforcement de la confiance entre la population civile et les forces de défense et de sécurité. Diagnostic et solutions pour une paix durable au Mali, c'est donc le titre du premier document auquel nous nous intéressons au cours de cette émission. C'est un document de 95 pages et c'est autour de la problématique de la crise de confiance entre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité au Mali. Alors, je comprends bien que la confiance entre la population civile, et les forces de défense et de sécurité est en souffrance. Cela depuis quelle année? Je pose à vous cette fois-ci la question. Abdou Sekou Wologem, vous êtes chercheur. Je pense que je dirais quand même bonsoir. Tout d'abord, bonsoir à nos auditeurs. Que c'est un plaisir pour IMRAP d'être là pour échanger avec vous et avec l'ensemble des Maliens sur ce qui est ressorti de la consultation des Maliens. Et sur la question, je pense que la personne indiquée c'est Magui, mais je dirais que aujourd'hui c'est un sujet d'actualité, la question du renforcement de confiance entre les Maliens, parce que nous sommes dans un contexte de crise. Le pays a connu une situation difficile qui a provoqué un manque de confiance sérieux du côté non seulement des forces de défense et de sécurité en leur sein, mais également entre ces forces de défense et de sécurité et les populations maliennes. Donc il y a eu des choses, des faits qui ont provoqué ce manque de confiance-là. Khalifa Tabou Diakité. Oui, pour compléter, M. Wologa, moi je dirais qu'il faut remonter dans l'histoire. Depuis le temps du colon, la manière dont les colons, traitaient la population, a suivi les différents régimes, que ce soit la Première République, les autres républiques. C'est à partir de ces périodes que cet héritage, en tout cas, que les populations nous ont dit que le manque de confiance a commencé. C'est-à-dire même quand un militaire partait dans une localité pour récolter les impôts, un seul militaire faisait peur à toute une population. Le fait même de voir le porteur faisait que les populations avaient peur de collaborer avec elle. Donc je peux dire que historiquement, c'est depuis ces instants que ces problèmes de confiance ont commencé réellement. Alors nous allons nous adresser à quelqu'un qui représente donc la société civile. On peut dire qu'il s'agit de Djibril Diallo, qui est notable à Moripabougou. Alors ces problèmes de confiance entre population civile et militaire, comment est-ce que vous l'apercevez? Comment est-ce que vous l'appréciez? C'est un problème qui mérite qu'on en fasse un rapport? Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux auditeurs. Bonsoir à Tamani. C'est un plaisir pour moi d'être là ici pour échanger avec vous par rapport à ce thème-là. Mais je commence déjà par dire que c'est une situation calamiteuse. C'est une situation calamiteuse parce que nous, population, c'est de nous qu'est issu le militaire.
c'est de nous qu'est issue les forces de sécurité, c'est-à-dire la police, la gendarmerie. Alors, ils sortent de cette population, ils vont vêtir la tenue avec nos impôts et ils vont se transformer en lions pour nous dévorer. Il n'est pas certain que tu quittes Bamako. On prend, c'est difficile cette cohésion, cette confiance entre nous parce qu'ils abusent de ce que nous avons fait d'eux pour nous torpiller. Tu vas prendre la circulation à Bamako, parlant des forces de sécurité. Tu prendras la circulation à Bamako. Tu n'es pas certain que tu prennes un taxi ici, pour arriver chez toi, sans que un policier ou un gendarme ne t'abuse ou n'abuse le taxi pour t'emmerder. Et sur la même lancée, la tenue pour nous, Fakalifa l'a dit, le colon avait un principe. Et le principe, c'était un tout petit peu la répression. Nous, à l'indépendance, au lieu d'aller vers l'éveil de conscience, nous sommes beaucoup plus allés vers... on a vêtu la peau de blanc pour venir torpiller les civils. Alors nous, on a ce problème. Cette confiance, elle est très difficile. Elle est très difficile par le simple fait qu'elle n'arrange même pas les forces de sécurité. Avoir aujourd'hui la confiance entre la population civile et les forces de sécurité, ça ne les arrange pas. Et aussi, avec les militaires, il y a un problème. Parce que les militaires n'ont pas été à la hauteur de l'attente que le peuple attendait d'eux. Alors, donc, par rapport à ce que nous avons vécu depuis 1992 jusqu'à maintenant, nous avons vu qu'il y a eu assez de failles, il y a eu assez de problèmes et les militaires n'ont pas joué pleinement tout ce qu'ils devaient jouer comme rôle au moment où ils devaient les jouer. D'autres nous parlent de stratégie, d'autres nous parlent... Mais nous, population civile, nous avons été abandonnés dans des situations difficiles pendant que les forces de sécurité devaient jouer leur rôle pour nous protéger. Alors, on a été laissés à nous-mêmes. Les populations ont été violées, nos filles ont été violées, nos femmes ont été violées, nos ressources ont été pillées, nos bétails ont été pillés. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quelle confiance? Jusqu'à où nous allons pousser cette confiance? Alors, cette confiance, elle va relever d'autres réflexions et d'autres temps. Amadou Magiraga, vous qui êtes un chercheur à IMRAP, est-ce que vous partagez ces constats de M. Diallo qui est de la société civile? Oui, je le partage en partie. En partie, ça veut dire que tout ce qu'il dit n'est pas faux. Maintenant, il faut... Ça veut dire qu'il y a des points de désaccord. Il y a des points de désaccord. Il y a des points de désaccord dans le sens que la responsabilité, elle est partagée. Parce que nous, quand on commençait ce travail, nous avons voulu d'abord chercher à savoir comment se manifeste ce déficit de confiance d'abord entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Il a touché du doigt à tout ce qui est lié aux difficultés de gestion même des questions de défense et de sécurité au sein du ministère de la Sécurité ou au sein du ministère de la Défense. Il y a des petites difficultés, il y a des choses à y voir, c'est vrai. Mais du côté des populations aussi, les populations civiles aussi ne sont pas innocentes en la matière. Ils ont aussi leur part de responsabilité dans tout ce qui arrive au Mali. Un exemple, quand vous prenez l'exemple frappant, je prends l'exemple sur la circulation routière à Bamako, le policier qui te prend en infraction à Bamako, c'est peut-être que tu as fait quelque chose aussi. Combien de pourcents de motocyclistes à Bamako ont toutes leurs pièces sur eux? Combien de pourcents de propriétaires de véhicules à Bamako sont en règle? Et puis en matière, on dit généralement qu'il n'y a pas de corruption sans corrupteur. Donc c'est une responsabilité qui est partagée, moi, à mon point de vue, et puis vu les consultations que nous avons menées sur le terrain, à 50%. Alors, nous allons à présent nous intéresser à l'avis d'Abdoul Sebou. Cette fois-ci, Abdoul Sebou Ologem, qui est donc également chercheur à IMRAP. Alors, dites-nous, ça veut dire que ce problème de confiance qui est là entre la société civile et les militaires, tout le monde a sa part de responsabilité là-dedans?
Oui, c'est exactement ce qui est ressorti des consultations. Les consultations menées par mes collègues ont prouvé que chaque acteur a sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Et comme l'a dit Magui, si le citoyen n'est pas en règle dans la circulation, ou bien même quand il est en règle, s'il ne respecte pas certaines dispositions de la circulation, il peut être sanctionné. Et donc un policier qui l'arrête, souvent à ces niveaux, les populations disent, au lieu qu'il nous amène payer là où on doit payer, lui-même il prend quelques francs avec nous qu'il empoche. Donc c'est un peu des situations comme ça. Pour le cas des régions du Nord, les gens nous ont dit que oui, quand l'armée a replié avec l'occupation et pendant bien sûr cette crise que nous avons connue, quand les groupes armés sont venus, l'armée a replié, les populations sont restées. Et quand souvent ces populations de Gao, Tombouctou voulaient rallier Bamako, elles avaient toutes sortes de problèmes parce qu'elles n'arrivaient pas, souvent certaines n'avaient pas de pièces d'identité et elles nous ont témoigné qu'elles étaient souvent, elles subissaient beaucoup de tracasseries lors de leur voyage parce qu'on leur demandait des pièces, de laisser passer alors qu'il n'y avait aucune structure à la base en mesure de les délivrer ces pièces. Donc ceci sont vraiment des faits qui ont créé la distance, un manque de confiance entre les acteurs, mais je pense qu'aujourd'hui que les uns et les autres sont conscients du problème. Le travail que nous avons mené aussi a permis d'avoir quand même des solutions ou des pistes de solutions qui peuvent bien sûr aider les Maliens à se faire confiance. Alors, Studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Deux rapports au centre du grand dialogue d'aujourd'hui. Le premier, c'est le renforcement de la confiance entre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité, diagnostic et solutions pour une paix durable au Mali. Le second rapport s'intitule donc Mutation des valeurs sociétales, diagnostic et solutions pour une paix durable. Nous en parlons donc avec quatre invités: Abdou Sekou Ologem, qui est chercheur à l'IMRAP, Amadou Magraga, également chercheur, Fakalifa Tabou Diakité, il est de l'IMRAP lui aussi, et Djibril Diallo, qui est notable à Moribabougou. Alors, vous l'avez dit tout de suite, il y a beaucoup de raisons qui font qu'il y a cette crise de confiance entre militaires et société civile. Vous avez tantôt évoqué les cas des policiers. Ils peuvent donc interpeller quelqu'un et qui peuvent se permettre de lui proposer quelque chose au lieu d'aller régler ça de façon légale. Alors, vous avez également évoqué la situation qui était là au nord quand les djihadistes arrivaient, l'armée qui est partie et ce qui n'a pas été compris par les populations qui se sont abandonnées. Alors, dites-nous, Monsieur Diallo, votre avis, il y a la part effectivement de porteurs détenus, des militaires, des policiers, comme vient de le faire remarquer l'autre invité, mais il y a aussi votre part, vous, en tant que société civile. Hein? Vous avez évoqué la corruption. Je ne vais pas jouer à ce jeu. Hein. Alors, parce que le problème, il est très clair. 50-50, ce n'est pas possible. Je suis profondément désolé. Parce que 50-50, ça suppose que nous sommes autant responsables que ceux qui devraient nous protéger ou ceux qui devraient jouer un rôle d'éducateur. Alors, donc, ce n'est pas possible. La population civile, moi je donnerais 90% pour les forces de sécurité et les militaires, parce que il est pas. Regarde, les forces de sécurité, leur rôle régalien, c'est non seulement maintenir la sécurité, n'est-ce pas, mais aussi je veux dire, conseiller dans la droite ligne. Lorsqu'ils sont par exemple dans la circulation, n'est-ce pas? Lorsque un policier, ils sont beaucoup plus dans la circulation, ils doivent beaucoup plus informer les gens par rapport à leurs droits. Et s'il y a des contraventions à payer, si eux, ils ne se prêtent pas au jeu de la corruption, mais la population civile n'est pas folle d'y aller.
La population civile n'est pas folle d'y aller. Si on te prend, on te fait perdre et ton temps et ton énergie et on te fout ta journée en l'air. Donc tu es obligé de jouer à leur jeu pour vaguer à tes occupations. Et ce n'est pas caché. Tout le monde l'a dit. Moi, j'ai vu ici un président de la République, dont je ne citerai pas le nom, qui a dit que la corruption, les 10% sur les marchés, c'est quelque chose de connu. Et le lendemain, il n'y a aucune disposition de prise le lendemain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président, il l'acquiesce. Donc, moi, je dis, ceux-là qui ont le rôle d'éduquer la population, si eux, ils violent la population, moi, je ne vois pas où est-ce que la population va se mettre. Monsieur Diakité, on va quand même... Monsieur Diallo, il ne faut jamais appeler Diallo Diakité, c'est dangereux. Cela est donc compris. Alors, Monsieur Diallo, vous serez d'accord avec moi qu'ici à Bamako, par exemple, l'incivisme, tout le monde sait quelle ampleur ça a. Oui, l'incivisme a un point de départ. Vous êtes en train de voir la chose lorsqu'elle a été généralisée. Alors, il a un point de départ. Le point de départ de l'incivisme, c'est que le gars, il cherche à utiliser son temps. Donc, il faut aller jusqu'à la racine du problème. Oui, mais jusqu'à la racine du problème, c'est ça. Parce que le porteur d'uniforme, je l'ai dit au départ, issu de la société civile, se met dans la peau de militaire avec les moyens de la société civile et combat la société civile et viole la société civile. Ça ne marche pas trop. Alors, à la base, c'est ça le problème à la base qui a fait aujourd'hui que ça devient même un problème de développement. Parce que les gens sont bloqués à ce niveau, personne n'arrive à s'en sortir. Amadou Magraga qui veut réagir. Justement, quand il parle d'aller à la racine du problème, c'est le travail de nos chercheurs. Nous, on ne traite pas généralement les conséquences. Les conséquences, c'est tout ce qui est visible, c'est tout ce qu'il est en train de dire, le policier qui prend l'argent au bord du goudron et tout ce qui s'ensuit. Ça, ce sont les conséquences. Mais la cause, c'est quoi? Le policier, il est ici d'où? Comment il a été policier? Il est fils de qui? C'est ça. L'un des obstacles identifiés par les participants, c'est tout ce qui est lié à la corruption dans le processus de recrutement. Tout le monde dit que le policier fait ceci, tout le monde dit que le policier fait cela. Loin de moi d'être l'avocat des porteurs d'uniforme, j'aurais souhaité qu'un d'entre eux soit autour de cette table pour parler de ces questions. Mais pendant le recrutement, qui à Bamako ne va pas plaidoyer pour que son enfant soit policier? Moi. Qui à Bamako ne va pas plaidoyer pour que son enfant soit gendarme ou soit douanier ou soit X ou Y? Sachant bien que dans la majeure partie des cas, ils ne remplissent pas les conditions. Et il y a le poids de nos relations sociales qui sont là. Le policier qui est là, avant tout, c'est un humain. Juste de te présenter, je suis Koulibaly. Le Koulibaly, c'est le cousin de tout le monde. Et on rentre par cette porte et puis voilà. Donc, c'est pourquoi je disais dès le début de mon truc, moi, c'est pas pour faire l'avocat des porteurs d'uniforme, mais c'est juste pour garder la position des chercheurs qui, voilà, cherchent à chercher le juste milieu. Voilà. Abdoul Sekou Ologem l'a souligné. Effectivement, après 2012, les habitants de certaines localités du Nord ont reproché aux militaires de les avoir abandonnés aux terroristes. Mais il ne faut pas oublier aussi, vous l'avez d'ailleurs, je crois, quelque part souligné, les forces de défense et de sécurité reprochaient également quelque chose aux populations, c'était d'avoir abrité ces mêmes djihadistes. Donc vous voyez qu'à beaucoup de niveaux, il y a des raisons qui font que la confiance n'est pas facile à rétablir. Abdoul Sekou Ologem. Oui, c'est ça. Je pense que, comme je l'ai dit, au tout début, chaque acteur a sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé. C'est ce qui est ressorti des consultations. C'est la même chose, c'est exactement la même chose que disent les militaires. Ils disent, bon, il y a eu certaines personnes qui ont prêté main forte à ceux qui étaient venus, qui n'avaient pas de bonne volonté, et que les populations et aussi la population à son tour également dit la même chose, reproche certaines choses également. Je pense que, comme je l'ai dit, pour moi, ce qui est important, et je pense que c'est ce que notre processus nous enseigne, ce qui est important, c'est que le diagnostic est fait, les problèmes sont identifiés. Et aujourd'hui, les réflexions sont allées vers des pistes de solutions qui peuvent permettre un peu à ces acteurs-là, qui sont obligés désormais, eu égard bien sûr au contexte sécuritaire difficile, qui ne cesse qui se détériore souvent et qui souvent s'améliore,
il est bon que ces acteurs-là travaillent ensemble et je pense que les Maliens l'ont compris. Forces de défense et de sécurité et population civile veulent aujourd'hui se donner la main pour travailler. Et je pense que mes collègues ont conduit ce processus et en des moments, ils sont arrivés à mettre ensemble dans des mêmes espaces des populations et des hommes en uniforme et plusieurs autres pistes de solutions qui sont ressorties peuvent, à mes yeux, permettre d'aller un peu permettre de faire face à ces problèmes identifiés. Oui, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Maintenant, il faut essayer de comprendre déjà qu'est-ce que c'est que même ces forces de défense et de sécurité. Parce que selon qu'on soit au nord ou qu'on soit vers les régions du sud, ils n'ont pas la même perception. Et les forces de défense et de sécurité, quand on voit par exemple des corps comme la police sont plus exposés, sont plus proches de la population. Tandis que les militaires sont dans les garnisons, ils sont un peu, comme on appelle, éloignés de la population. Donc l'enjeu n'est pas la même quand on s'adresse aux forces de défense ou aux forces de sécurité. Magraga a dit aujourd'hui, effectivement, nous qui avons mené cette recherche, nous avons vu que la responsabilité est partagée selon ce qui a été dit par les porteurs d'uniformes et la population. Et au-delà qu'on soit porteur d'uniforme ou population, c'est des êtres humains. Et souvent, comme on dit, il y a souvent des mauvaises graines, que ce soit dans l'armée, que ce soit au niveau des populations civiles. Et aussi le poids du social qui a été dit est très important. Les forces de défense et de sécurité nous disent quand vous arrêtez un usager à la circulation dont les papiers sont incomplets, on vous appelle pour vous dire de le relâcher. Pourtant, on vous dit d'appliquer la loi. Donc, dans ce genre de situation, les populations ne reconnaissent pas leurs propres fautes. Mais maintenant, comme Abdou Sekou a dit, ce qui serait intéressant, c'est que ce dialogue qu'on a essayé de créer entre les forces de défense et de sécurité permette de créer, comme on appelle, plus de synergie, de concertation pour qu'ils puissent se comprendre. Parce que tout cela est dû au fait que les uns et les autres ne comprennent pas les rôles et les responsabilités. Si le policier t'arrête à la circulation, il te demande des pots de vin. Si toi, tu connais ton droit, tu n'es pas obligé de le donner. Donc, je pense que ça a été beaucoup ressorti. Certains forces de défense et de sécurité aussi peuvent faire ce genre de comportement parce que voilà, ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, la première des choses, c'est que les uns et les autres connaissent leur rôle respectif pour que la confiance puisse venir vraiment de manière progressive. Alors, Djibril Diallo, il y a une nécessité qui est quand même là, c'est celle de voir la confiance renforcée entre les populations civiles et les militaires. Alors, que faut-il faire pour ce faire? Est-ce que le dialogue qui est peut-être en cours est la voie appropriée pour que cette confiance soit rétablie? Voilà. Moi, je crois que cette question coupe court à tout débat et à toute velléité. Parce qu'en fait, avant de répondre d'abord à cette question, je vais réagir par rapport à ce que Magui a dit. Assez rapidement, oui. Assez rapidement, parce que quand on dit que les forces de sécurité sont issues du peuple, moi je suis d'accord, c'est moi qui l'ai dit en premier lieu, mais à partir du moment où ils deviennent policiers, ils sont pervertis par le travail qu'ils font. Ils viennent avec de bonnes éducations de la famille, des éducations régaliennes, ils viennent avec ça de la famille, mais à partir du moment où ils deviennent policiers, ils trouvent un certain nombre de lots de policiers qui ont un certain comportement et ils sont obligés d'aller dans ce comportement. Par rapport à la fuite, je veux dire à l'abandon des gens au nord, et Abdou Sekou Ologem a dit que la part de la société civile, c'est parce qu'il y a des gens qui hébergent d'autres. Mais quand l'autre a fui, toi tu restes seul avec l'ennemi qui est armé. Si tu ne fais pas ce que l'ennemi veut que tu fasses, tu disparais. Non, tu disparais tout de suite. Donc, moi je dis, le problème se situe à ce niveau. Alors aujourd'hui, l'accord de paix a été signé. Nous avons vu que beaucoup de gens, par rapport aux chercheurs de l'IMRAP, instaurent le dialogue partout au Mali. Moi je vois qu'à partir de ce dialogue-là, les gens ont compris le problème, les uns ont compris les problèmes des autres. Parce que on peut prendre quelqu'un en mal en ne connaissant pas ce qui le pousse à agir. Mais à partir du moment où le dialogue a été possible entre
entre les gens de façon hétérogène. Nous avons donc compris que le militaire nous a expliqué que sa fuite de Gao était stratégique. Et ça, nous l'avons compris. Il dit que parce que si le Gao a été pris, si eux, ils devaient réagir, Gao allait disparaître. Mais ça, c'est des choses qui méritent d'être connues. Et si ces choses-là ne sont pas connues, ça devient quelque chose de difficile. Et nous, on a compris ça que, à travers les dialogues, que lorsqu'on s'est mis en débat, des débats houleux, dans des espaces de dialogue, sécurisés bien sûr, alors donc nous avons compris qu'il y a des trucs stratégiques. Alors donc moi je dis, il est aujourd'hui possible que la confiance revienne, mais beaucoup plus, cette confiance qui doit revenir, l'État doit prendre en charge l'éveil de conscience. Parce que c'est qu'aujourd'hui, les chercheurs de l'IMRAP sont en train de faire. Si l'État malien s'engageait entièrement avec l'IMRAP et avec d'autres personnes, moi je crois que l'éveil de conscience serait assuré. La population lambda, c'est-à-dire le citoyen lambda, va connaître ses droits et ses devoirs. Parce qu'au Mali, c'est ça le premier problème. Les gens ne sont pas éveillés et dans ces tourments, beaucoup de choses sont possibles. Alors, en une minute, dites-nous, Amadou Oumaguiraga, avec ce processus de dialogue entre la population civile et les militaires, est-ce qu'on peut être optimiste par rapport à la réinstauration d'une confiance? On est vraiment optimiste parce que, contrairement, honnêtement parlant, moi personnellement, que j'avais une autre vision des forces de défense et de sécurité avant de commencer à travailler avec eux. Mais force est de reconnaître que c'est les gens qui sont ouverts au dialogue, comme le dit M. Diallo. Et à la suite de ce processus, pendant la conférence nationale passée en début mai, les participants à nos espaces de dialogue ont pu prioriser quand même 4 grands groupes de solutions. Et le premier groupe de solutions, c'est asseoir une compréhension commune et partagée des rôles et des responsabilités. Vu le contexte sécuritaire, chacun doit connaître ce qu'il doit faire et ce que l'autre doit faire. Et le deuxième groupe, c'est avoir une gestion concertée du secteur de la sécurité, tel que prévu par l'accord pour la paix. Et il est prévu par l'accord la mise en place des comités consultatifs locaux de sécurité, une façon d'impliquer de plus en plus la population civile à la gestion des questions de défense et de sécurité. La troisième solution, c'est adapter les capacités de nos forces de défense et de sécurité, parce qu'ils sont dans des conditions quand même qui laissent à désirer. Et le quatrième groupe de solutions, c'est asseoir un processus de recrutement beaucoup plus transparent pour que l'armée, comme quelqu'un le disait, entre guillemets, ne soit pas un dépotoir. Studio Tamani, nous retrouvons dans un instant pour la suite de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Nous venons à présent au second rapport qui est au centre de ce grand dialogue. Le rapport s'intitule « Mutation des valeurs sociétales, diagnostic et solutions pour une paix durable au Mali ». C'est en tout cas que s'appelle ce document, un document publié par IMRAP. Dans le document, on utilise un terme, c'est société en perte de repère. Est-ce que le diagnostic n'est-il pas un peu trop sévère? Je pose la question à vous, Abdou Sekou Ologem, vous qui êtes chercheur à l'IMRAP. Oui. Merci. Je pense que par rapport à la mutation des valeurs, ce qui ressort en gros dit ce que vous venez de dire, qu'aujourd'hui, la famille malienne a des problèmes à transmettre les valeurs sociétales maliennes aux enfants maliens parce qu'elle connaît beaucoup de mutations, beaucoup de choses en son sein. La communauté qui avait un rôle de contrôle n'arrive pas aussi à jouer ce rôle de contrôle parce que les espaces traditionnels de socialisation qui existaient, qui permettaient bien sûr de transmettre les normes de la société malienne aux enfants, ne sont plus des espaces, ces espaces ne fonctionnent plus. Il y a d'autres espaces qui naissent et qui ne sont pas régulés. Donc, avec les réalités que nous connaissons, les enfants sont laissés, et également avec la rupture du dialogue entre les aînés et les générations, ça fait qu'aujourd'hui, le jeune malien est souvent laissé à lui-même. Et si on te laisse à lui-même, selon les populations, les jeunes sont laissés à eux-mêmes,
et ils ne sont pas forcément, on ne les enseigne pas les normes de la société malienne. Et ça fait qu'à un moment, on se demande quel est leur repère. Ces jeunes-là s'identifient en quoi? Et c'est la question de l'identification, la question pour ces jeunes-là de s'identifier comme à une culture. Et si tu ne portes pas, tu ne portes que souvent, comme ils le disent eux-mêmes, la génération Facebook, nous sommes sur Internet, tout ce que nous prenons c'est souvent d'ailleurs sans que nous soyons bien armés avec nos propres valeurs. Donc la question de la repère est à ce niveau parce que rien n'est en train d'être fait progressivement pour amener les jeunes Maliens à être cet homme dont tous les Maliens sont fiers, qui est bien doté, qui est enrichi des valeurs culturelles maliennes, qui sait comment se comporter, qui sait aussi comment apporter, même si je dirais un peu plus loin aussi que l'élite malienne également a été pointée du doigt lors de nos consultations par rapport aux valeurs, parce que les Maliens ont l'impression que l'élite malienne ne porte pas les valeurs cardinales de la société malienne, des valeurs de droiture, de travail bien fait, de sincérité, de loyauté, que ces valeurs-là aujourd'hui manquent. Voilà. Et ces conflits entre les traditionnels et les modernes, comment est-ce qu'il faut les gérer? Je pose la question à vous, Fakalifa Tabou Tchakité. Déjà, à la suite de ce que M. Abdou Seko Wologem vient de dire, en plus de la famille qui a du mal aujourd'hui à réguler le comportement, l'éducation des enfants et de la communauté, il faut ajouter l'école, qui est un autre espace de socialisation qui, normalement, doit accentuer sur l'éducation, sur la culture malienne. Aujourd'hui, à travers les consultations, les Maliens ne se retrouvent pas dans ce qui est enseigné. Et sans compter le rôle des réseaux sociaux. Les jeunes s'identifient plus à d'autres valeurs, à d'autres cultures qui peuvent agresser nos mœurs que notre propre tradition. Et je pense qu'un des moyens pour renforcer ce dialogue, c'est le dialogue entre les parents et les jeunes, que ce soit les parents, que ce soit la communauté, les aînés sociaux, c'est ces cadres qui peuvent... Mais justement, comment amener les parents à dialoguer avec les enfants? Alors, c'est de les parler. C'est de les parler, c'est que aujourd'hui dans la conférence nationale, le médiateur de la République a dit aujourd'hui que les parents ont du mal à éduquer leurs enfants parce qu'ils sont pris par le sentiment. Quand on est pris par le sentiment, on ne peut pas mettre à débat, comme on appelle, ce que l'enfant doit comprendre dans la société. Donc c'est de discuter avec l'enfant. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école? Qu'est-ce que vous discutez entre vous au grain? C'est ce débat qui peut permettre aux parents d'initier à leurs enfants les mécanismes qui étaient notre société dans le temps et la manière dont ils doivent s'adapter dans la société d'aujourd'hui. Alors, Djibril Diallo, il a dit quand même dans le rapport que la famille, qui est donc la cellule de base, ne parvient plus, en tout cas peine à assurer plutôt sa fonction d'éducation. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous comprenez, dans toutes ces activités, il y a un point de départ. Moi, les gens oublient ce point de départ-là. En 1979, il y a eu ici un ministre au Mali qui a cassé l'ensemble des repères sportifs, artistiques, culturels du Mali. Vous voulez dire en mettant fin à la Biennale? En mettant fin, non seulement fin à la Biennale, il a aussi dissous l'ensemble des équipes régionales qui étaient des points de rencontre, de divertissement des jeunes. C'est ici tu partais, par exemple, je prends Koulikoro. Il y avait le Sundiata, il y avait SSK, il y avait Megeta. Les petites équipes, n'en parlons pas. Alors donc, tous les soirs, au lieu d'entraînement, tu croyais qu'il y avait un match de football. Donc les gens étaient là, les gens avaient autre chose à faire. Pour avoir raison d'un régime et pour avoir le pouvoir, les gens ont cassé volontairement cela pour énerver le peuple. Vous comprenez? C'est-à-dire le problème est trop compliqué. Le problème, ça ne se limite pas. Quand je vois les gens prendre les parents au niveau parents, au niveau école, non, c'est au niveau de la plus haute sphère de l'État. Parce que quand cela se passe, mon cher ami, quand cela se passait, on était tous là et vivants. Et nous avons vu, il y a eu une cassure à partir de 1991.
une cassure très dangereuse. Et on est venu expliquer la démocratie par le pouvoir de tous, c'est-à-dire Bédié Fanga. Au lieu d'expliquer normalement qu'est-ce que c'est que la démocratie, les gens, il y a des présidents qui ont abandonné leur fauteuil pour venir s'asseoir sur les nattes à côté des chefs de village. Donc, ils ont un comportement laxiste, dangereusement laxiste, que certains ont pris et qui a perverti, la société malienne. Il n'était pas possible. Prenons l'école de la Poste. Demande à tous les Maliens. L'école de la Poste, c'était, je crois, mais le Mali, tout le monde venait sur le concours, mais les Maliens étaient primés. C'est-à-dire qu'ils avaient la primauté, les Maliens. Mais aujourd'hui, cette école-là ne recrute même pas de Maliens. Parce que les Maliens, aujourd'hui, ne savent même pas, on ne sait même pas pourquoi les gars, ils sont là. Alors, donc, sur le plan politique, les gens ont été pervertis. Très rapidement donc. Parce qu'on a vu les élites mentir au peuple. Et le peuple malien n'était pas habitué à ça. Si c'était l'enfer, si c'était l'enfer qu'on devait dire au peuple, on le disait. Donc moi je dis, nous avons un très grand problème de crise de valeur sociétale. Et cette crise de valeur sociétale est aujourd'hui répercutée. Enfin, ce sont les parents qui ramassent les pots cassés, parce que les parents n'arrivent pas à éduquer leurs enfants, parce qu'ils ne peuvent pas éduquer leurs enfants. Voilà. Parce que ces enfants-là, nous avons vu pendant la transition des élèves dans le comité, dans les structures dirigeantes de l'État. Alors, M. Diallo, nous allons donner la parole à l'autre, Amadou Magrega. Monsieur Magrega, il y a les pratiques de brassage culturel. On dit que ces pratiques sont en recul. C'est l'une des raisons aussi de cet état de fait. Moi, je pense que le Mali, les Maliens, tout comme les autres sociétés, nous faisons tous face à ce qu'on appelle l'évolutionnisme. Et on est obligé d'évoluer, soit tu évolues, soit tu disparais. Mais comment on s'adapte à cette évolution, c'est ça la question. Comment on fait face à cette évolution, mondialisation, globalisation et tout ce qui s'ensuit. Mes deux collègues ont parlé de l'école, c'est évident. Les programmes d'éducation, nous sommes là. Les participants à nos espaces de dialogue ont clairement dit que nos écoles sont devenues des champs d'expérimentation. Ça, c'est pas le peuple. Il y a des gens qui sont dans les laboratoires, à l'extérieur, qui élaborent des théories, qui les font accompagner par de l'argent et qui viennent l'expérimenter au Mali. Si ça marche, ils prennent une partie. Si ça ne marche pas, ça vient chez nous. Et l'année prochaine, c'est une autre expérience qui est testée. Au-delà de ça, je vais faire peut-être un clin d'œil à vous, organes de presse. Ces trucs d'évolution et de mondialisation qui nous les apportent, c'est vous, la presse. Et est-ce que cette presse-là, est-ce qu'elle est censurée, est-ce qu'elle est régulée? Et regardons un peu les feuilletons qui sont passés en longueur de journée sur les antennes et tout ce qui s'ensuit. Je crois qu'elle n'a pas besoin d'être censurée, elle a plutôt besoin d'être régulée. Et régulée, voilà. À défaut d'être censurée, on peut bien les réguler. Donc s'il y a aucune de ces mesures, voilà, s'il y a aucune de ces mesures qui suit cette évolution, il va de soir que les pauvres enfants qui nous sommes, parce que quand il parle de 1979, ça trouvait que j'avais juste une année. Juste un mot sur ce problème de brassage culturel en recul. Voilà, c'est ce brassage. Nous, quand on parle de la biennale, quand on parle du service national des jeunes, nous, on n'a pas eu l'occasion de le connaître, on n'a pas eu l'occasion de malheureusement, les dirigeants en son temps avaient leur raison. On a approché pendant le processus certains d'entre eux qui expliquaient, par exemple, l'arrêt des biennales et l'arrêt du SNJ par des questions de fonds, de finances qui sont là. Mais peut-être qu'il y a d'autres enjeux politiques. Mais quand même, force est de reconnaître que les quelques rares personnes que nous avons rencontrées sur le terrain pendant tout ce processus, qui ont eu l'occasion de participer au service national des jeunes, qui ont eu l'occasion de participer aux différents biennales, nous fait une historique extraordinaire qui fait que nous, jeunes d'aujourd'hui, on a envie que ces choses-là reviennent. Abdou Sekou Ouelghem, cette question, vous avez juste quelques 2 minutes. Alors, la gestion de la question religieuse ne semble-t-elle pas, elle aussi, poser quelques problèmes?
Oui, il faut reconnaître que depuis l'année dernière, quand on travaille à identifier les obstacles à la paix, certains Maliens nous disent ainsi. Dans notre localité, souvent sur les radios, nous voyons les partisans de certains courants s'insulter, c'est-à-dire se tenir des propos les uns sur les autres qui peuvent créer des soulèvements entre les courants religieux au sein d'une religion. Donc, nous disons aujourd'hui que la question de la régulation du secteur religieux est d'actualité, et je pense que le ministère du culte, des affaires religieuses et du culte est dans cette logique quand nous les avons approchés, dire qu'ils sont en train aujourd'hui de travailler à élaborer une loi qui va réguler bien sûr les prêches au Mali. Donc ça c'était par rapport à la question religieuse. L'étude a permis, les consultations ont permis de montrer que c'est une question à laquelle il faut accorder de l'importance, la question de la gestion de la diversité religieuse, même si pour beaucoup de Maliens, cette question est une question sensible. Nous pensons qu'il est ressorti des consultations que souvent la gestion est problématique entre certains leaders les leaders de certains courants religieux. Voilà. Alors, le mot de la fin, juste pour une minute, à Fa Khalifa Tabou Diakité. Oui. Moi, je pense que je vais emboîter Magraga. Aujourd'hui, le Mali n'est pas le seul pays confronté à cette évolution. Donc, nous devons nous adapter, comme on appelle, nous devons éduquer nos enfants à comprendre qu'est-ce que c'était le Mali dans le temps, mais en même temps, au Mali dont nous voulons être, qu'ils comprennent que c'est bien de regarder la télé, de s'intéresser aux nouvelles technologies de l'information, mais en même temps ils doivent, être imprégnés de nos cultures, de notre tradition ancestrale. Et aussi, comme Abdou a dit, il faut faire confiance aux autorités, que ce soit par rapport à la régulation de l'école, que ce soit par rapport à la prêche. Le changement, l'évolution du changement ne peut pas se voir comme la construction d'une maison. Il faut d'abord changer les mentalités pour que tout cela aussi puisse être... C'est donc tout pour ce grand dialogue, le grand dialogue de ce jeudi. Je rappelle que nous avions 4 invités: Abdoul Sekou Wologem, chercheur à l'IMRAP, Amadou Magraga qui est également chercheur à l'IMRAP, Fa Khalifa Tabou Diakité de l'IMRAP également, et Djibril Diallo qui est notable à Moriba Bokoum. Mise en onde Nuhun Djiré, régie vidéo Peting Diara, réalisation Ousmane Djadje Touré, à la présentation Seydou Fomba. On se retrouve donc demain pour le forum de la presse. À demain donc. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.